Bonsoir messieurs, dames. Toujours ravi de vous recevoir pour cette nouvelle conférence de ce cycle et bien entendu on reconnaît les habitués, donc bienvenue à vous, bonne soirée. Et au programme pour ce soir, donc une conférence qui nous promet plein de petites surprises, vous le verrez, donc une conférence sur les collections Passion à partir des collections de peinture du musée d'Épernay, conférence qui vous est donnée donc ce soir par monsieur Patrick Le Chanu, qui est conservateur général des patrimoines. Il est aussi le conseiller pour les musées de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Grand Est. Et c'est un vrai plaisir et honneur de le recevoir avec nous ce soir. Sur le projet du musée d'Épernay, il nous a accompagnés il est avec nous depuis le début, en tant que conseiller technique, scientifique. J'ai des très beaux souvenirs de ses venues au centre de conservation où voilà, son expertise, ses talents, sa reconnaissance des œuvres faisait qu'on apprenait aussi beaucoup et qui nous ont permis de suivre les choix, enfin, en tout cas d'avoir certains choix. Je me souviens aussi des conseils scientifiques, comité de pilotage. Il était présent et à chaque fois il nous apportait ses conseils pour faire en sorte que ce projet, ce chantier donc, se déroule sous les meilleurs auspices. Donc merci beaucoup Monsieur Le Chanu. Comme toujours, donc on est parti pour une conférence d'une petite heure et on se laissera un temps à la fin pour les questions avec notre conférencier. Bonne soirée, bonne conférence, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à la ville d'Épernay, à mes collègues et à Madame Ménétrier tout particulièrement. Je vous dirais en toute sincérité que c'est vraiment un moment d'émotion pour moi parce que il est clair que j'ai vu cette maison dans un tout autre état que celui dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Puisque, comme le disait mon collègue, eh bien oui, j'ai pu accompagner. Je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ma première visite ici. Il y avait le conservateur, Monsieur Charpie, seul dans les lieux. Voilà. Donc, évidemment, voilà. Encore une fois, c'est pour le travail que je fais, donc qui est l'accompagnement. Au nom du ministère de la Culture, sous l'autorité de la direction régionale des musées, beaucoup de conseils, un peu d'argent quand même, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de conseils et beaucoup d'argent, mais enfin voilà, bon. Et voilà, c'est un vrai bonheur de voir l'éclosion, la renaissance de ces établissements. J'ai déjà vu quelques-uns, mais celui-ci évidemment était particulièrement attendu. Et puis en plus, en venant ici, il y avait un beau coucher de soleil, c'est un signe d'espérance, n'est-ce pas? Voilà, alors, quelques mots sur les collections, évidemment, pour part, puisque ce que je connais le moins mal, c'est la peinture, donc je parlerai de la peinture, pour part des collections d'Épernay, qui sont en cours de restauration, d'ailleurs c'est extrêmement intéressant, mais voilà, je voulais faire un petit panorama en évoquant quelques thèmes qui sont aussi le fruit de l'observation justement de l'évolution et de la vie de tous ces musées que nous avons la chance d'accompagner, et évolution que l'on peut faire de manière comparative entre les différents musées, entre les différents territoires, et puis bien entendu par rapport aux autres institutions, grandes institutions nationales et internationales. Alors, ce que je dirais pour commencer, c'est que il n'y a pas de musée sans collection. Le musée, c'est sa collection. Et il n'y a pas de collection sans passion. Donc, comment évoquer, même brièvement, l'histoire des collections? On a un certain nombre de documents. Alors ici, pour commencer, c'est une estampe qui montre un musée dans le nord de l'Europe, avec une estampe qui date de 1655, le musée d'Olaf Worms. Et l'on voit ici, dans un musée que l'on qualifierait plutôt aujourd'hui de muséum d'histoire naturelle et musée soit d'art et tradition populaire, soit d'ethnographie, ce mélange, mais évidemment le mot n'a pas de caractère péjoratif du tout pour moi, d'éléments naturels, d'histoire naturelle. On voit cet ours-là suspendu au plafond, des carapaces de tortues, des grands coquillages, des animaux plutôt exotiques dans le nord, puisqu'ici je pense que c'est un tatou, reptiles divers et variés, les poissons, je pense qu'ici c'est probablement une lotte,
Bref, tout ceci avec des éléments qu'aujourd'hui, encore une fois, on qualifierait d'ethnographiques, puisque sur un mannequin, on a ces vêtements d'un personnage qui vient peut-être de Laponie, les arcs et les flèches pour la chasse et pour la pêche, et puis quelquefois l'union de ces deux domaines, puisqu'ici vous remarquerez que c'est du design du XVIIe siècle. On a une chaise qui a été créée à partir d'une vertèbre de cétacé. En fait, hein, le dos, on s'assied sur cette partie de la vertèbre là, et puis on a un dossier qui a été installé. Les coquillages, les éléments, les racines, les différentes plantes, etc. Les coquillages sont là, conciliata. Et puis, malgré tout, il faut le chercher, mais malgré tout, un petit peu d'art, puisqu'on a ici, par exemple, une sculpture en bronze. Voilà, cette idée du musée comme une sorte de résumé du monde, et c'était le titre d'ailleurs d'une très belle exposition qui était aux Pays-Bas, le monde à portée de la main. Le musée cherche à mettre le monde à portée de la main de ses visiteurs, bien entendu. Et cette visée encyclopédique, cette visée de résumé du monde, on la trouvait aussi, alors on ne le voit pas ici, mais c'était le cas de la réunion en un même lieu de la bibliothèque et des collections du musée. Ce qui était le cas à Épernay, ce qui était le cas à Troyes, et on a vu par le développement de ces projets divers et variés, le fait que dans un premier temps, on va externaliser, si je puis dire, la bibliothèque. Ça a été le cas à Épernay, ça a été le cas à Troyes également. Et puis, le musée étant resté, entre guillemets, tout seul, on rénove, en général, dans un second temps, le musée. Voilà. Alors, si on passe à des images qui sont beaucoup plus centrées sur la collection d'art, comme ce tableau qui est à la maison de Rubens, hein, à Anvers. Vraiment, c'est un endroit, je vois des acquiescements qui font que certaines d'entre vous doivent connaître le lieu. C'est vraiment un endroit merveilleux. Maison, quand on parle de maison, comme on est chic, c'est comme si je parlais de cette maison comme d'une maison, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, Rubens, c'était pas un peintre maudit dans sa mansarde, donc c'est un palais en fait, hein, dans le cœur d'Anvers. Et ici, donc, ce tableau, parce que c'est un genre dans la peinture du XVIIe siècle aux anciens Pays-Bas, le tableau de cabinet d'amateurs, un genre qui a donné lieu à un livre d'ailleurs et à diverses publications, dans lequel on montre une collection qui mélange, comme vous le voyez ici, sculpture et peinture. Alors ici, c'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Willem van Hacht, qui est assez spécialisé dans ce genre de choses, et qui montre la collection tout à fait prestigieuse et conséquente d'un personnage que l'on voit ici d'ailleurs en train de montrer ses collections, qui s'appelle Cornelis van der Geest. Et il y a un petit jeu de mots ici, puisque vous voyez que sur le dessus de la porte ici, est inscrit en français la devise « Vive l'esprit », et que Geest en néerlandais, en flamand, ça veut dire esprit, justement. Donc c'est une sorte d'homonymie du nom de ce personnage, de ce très grand collectionneur, avec le mot esprit. Vive l'esprit, pourquoi? D'une part parce que l'art, bien entendu, stimule l'esprit, mais pas seulement l'art, un petit peu en continuité de ce qu'on voyait auparavant, puisque l'on voit ici, si on peut zoomer un tout petit peu, s'il vous plaît, monsieur, sur cette partie, un groupe de personnages, parmi lesquels il doit y avoir des portraits de scientifiques d'ailleurs, qui sont des géographes, qui sont en train de calculer, de mesurer quelque chose sur un globe. Par ailleurs, on a différents amateurs qui regardent. Alors sur les tables, vous voyez des bronzes a priori, des gravures, aussi peut-être quelques coquillages ici, et le maître des lieux, le fameux donc Cornelis van der Geest, reçoit des visiteurs de marque, puisque ce sont les gouverneurs des anciens Pays-Bas, les archiducs Albert et Isabelle, qui sont assis là et à qui le collectionneur est en train de montrer leur collection. Cet aspect de la collection comme élément de prestige et de reconnaissance sociale,
d'élévation sociale, qui est vrai d'ailleurs à l'échelle aussi des collectivités, n'est-ce pas? Lorsqu'une collectivité a un musée prestigieux, eh bien son rang, en quelque sorte, s'élève au regard des autres et au regard de la reconnaissance de ses pairs, voire d'une reconnaissance même internationale. Donc, vous voyez, on voit du beau monde hein, quand on a une belle collection. Voilà les archiducs Albert et Isabelle, auxquels d'ailleurs ce collectionneur est en train de montrer une Vierge à l'enfant, probablement d'un artiste qui s'appelle Quentin Métsis. Alors, on ne va pas détailler toutes les choses ici, mais il y a une chose d'actualité assez récente qui est que, par exemple, certains des tableaux ici sont parfaitement connus et encore conservés aujourd'hui, et la maison de Rubens, à la faveur du départ à la retraite de l'un de ses conservateurs, vient d'acquérir ce tableau qui a été retrouvé dans une vente publique en Grande-Bretagne, qui est un paysage de Paul Bril. Vous voyez, donc il y a un effet aussi de mise en abîme par rapport à ça. D'autres choses, des tableaux qui sont connus, ça c'est très, très bien connu, tableau superbe, le chasseur, ici, devant lequel ce personnage s'agenouille, de Jan Wildels, un peintre flamand. Évidemment, ces collections qui sont quasiment aussi prestigieuses et donc recueillent un soin équivalent à celle des collections royales, eh bien tout ça est passé de main en main avec des conservateurs, si l'on peut dire, qui en prennent soin. Et donc c'est la raison pour laquelle bon nombre de ces tableaux nous sont connus aujourd'hui. C'est un jeu toujours hein, d'essayer, ah bah oui, là c'est dans tel musée, etc. Et par contre, très grand intérêt aussi, c'est qu'il y a un texte du XVe siècle italien qui parle d'un tableau de Van Eyck en disant « Ah, il y a une femme qui sort du bain et il y a un miroir, et ce miroir, on voit le reflet de cette femme comme si c'était un reflet réel. » Évidemment, hein, on a cette peinture de Van Eyck avec sa perfection cristalline, ivoirine. Or, ce tableau est perdu, mais beaucoup de gens ont remarqué qu'on devait probablement l'avoir ici. Vous voyez, une servante, une femme nue, et il y a un miroir là. Donc, beaucoup d'intérêt à toutes ces choses. La suivante, s'il vous plaît. Pardon, c'est moi qui passe. Oh, excusez-moi. Oh. Et du coup, ça avance pas. Oui, il faut que je... Ah oui, c'est le zoom. Il faut dézoomer pour que ça remarche peut-être, oui. Pardon. Voilà. Un autre cabinet d'amateurs, d'ailleurs amateur prestigieux, pourquoi? Parce qu'il est le successeur des archiducs Albert et Isabelle qu'on voyait comme gouverneurs des anciens Pays-Bas, hein, qui comportent, je le rappelle, la Belgique et les Pays-Bas actuels. Donc cet archiduc Léopold Guillaume qu'on voit ici avait une collection de peintures extrêmement prestigieuse, et l'on voit donc ces tableaux. Ce tableau a été peint par un artiste qui s'appelle David Ténier, qui était le conservateur, tradition classique hein, du XVIIe siècle. Ce sont des peintres qui sont les conservateurs et les restaurateurs des collections royales ou des grandes collections aristocratiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien entendu. Donc c'est David Ténier qui a peint ce tableau. David Ténier, dont le musée d'Épernay d'ailleurs possède une œuvre qui est en cours de restauration. Et donc voilà, comme David Ténier est un bon peintre, eh bien il a fait, et qu'il est très doué pour faire des tableaux de petit format, eh bien il a fait tout ça. Je vous fais remarquer 2 ou 3 choses. Par exemple ici, si on peut zoomer une fois de plus. Donc encore une fois, le maître des lieux est en train de passer dans cette galerie. Je me permets d'ailleurs au passage de faire remarquer cet accrochage que j'aime beaucoup. C'est pas la mode, mais c'est pas grave, j'aime bien ça. C'est-à-dire que on en a pour son argent quand on bâtit un musée avec des murs. Eh ben il n'y a pas 1 cm² de mur qui est libre. Et moi je trouve ça très bien. Bon, c'est pas tellement la mode, mais voilà. Donc oui, là aussi différent, parce que c'est quelqu'un qui vient, c'est contrairement à Cornelis van der Kest, qui a quelques tableaux italiens, mais il a surtout des tableaux du nord de l'Europe. Là, il y a vraiment des très grands chefs-d'œuvre
de la peinture italienne. Je pense ici, d'ailleurs, c'est très étonnant. Est-ce qu'on peut zoomer, monsieur, s'il vous plaît? Voilà, sur celui-ci. Voilà, ça, c'est un tableau parfaitement connu qui est à Vienne. C'est le portrait par Titien, si on peut zoomer encore un peu. Car cet excellent conservateur qui était David Ténier, et si on peut zoomer encore un peu, a carrément écrit sur les cadres le nom des auteurs de chacun de ces tableaux pour les identifier dans la collection. Et en fait, donc ça, c'est le portrait conservé à Vienne, au Kunsthistorisches Museum, de ce collectionneur, donc collection dans la collection, Jacopo Strada, et je vous fais remarquer ce système de présentation qui est fréquent à cette époque classique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en français du XVIIe siècle la custode. On fixe une tringle métallique, comme une tringle de rideau, sur le bord supérieur du cadre, et on a un rideau avec ces anneaux qu'on peut, parce qu'on pensait que ça protégeait de la poussière, de la lumière, etc., et que l'on peut tirer si... Puis il y a toute une théâtralisation aussi dans la découverte du tableau. On vous fait l'honneur de tirer le rideau pour vous, etc., etc. Est-ce qu'on peut dézoomer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, il y a énormément de tableaux. Quand l'archiduc Léopold Guillaume est reparti en terre d'Empire, eh ben, il a ramené tout ça avec lui. Donc aujourd'hui, bon nombre de ces tableaux sont à Vienne. Les philosophes de Giorgione, enfin, c'est des choses célébrissimes quoi, dans l'histoire de l'art italien. Voilà, ça c'est Raphaël. Tout ça, ils sont quasiment tous conservés, Giorgione, tous conservés et connus. Alors, vous voyez ici, il a un peu théâtralisé aussi un autre rideau, un peu négligemment posé d'ailleurs. Un autre encore là. Et on va zoomer, merci monsieur, sur ce tableau-là, s'il vous plaît, en descendant un tout petit peu. Merci infiniment. Alors, voyez, merci beaucoup. Voyez que là, bon, on ne voit pas tout le tableau parce qu'il y en a un qui est passé devant. On a le nom de l'artiste, Bassan, une sorte d'abréviation, avec cette scène sur laquelle vous voyez un paysage avec ce groupe de personnages qui s'envoient vers le fond, un chasseur qui revient avec ses lévriers qui a manifestement attrapé un lièvre, et puis ici, une dame aidée d'un jeune garçon qui est en train de traire une chèvre, et ce monsieur qui eh bien, tond un mouton, en fait. Voilà, donc ce Bassano, c'est Bassano, parce que c'est une famille d'ailleurs, une dynastie d'artistes dans la région de la Vénétie, qui viennent d'ailleurs d'une ville qui s'appelle Bassano. Ils ont fait une série de tableaux qui se trouvaient dans la collection de l'archiduc Léopold Guillaume. Je signale au passage qu'un élément très important, comme pour toutes les collections ouvertes au public, ce qui est le cas plus ou moins ici, mais a fortiori les collections de musées, c'est que les artistes, le public, les gens qui peuvent s'inspirer de ces grandes œuvres, voient à Bruxelles des grands chefs-d'œuvre de l'art italien. C'est fondamental, ça, dans l'histoire des styles, que tout ça soit visible. Alors, évidemment, la collection de l'archiduc, elle n'est pas ouverte au point du musée d'Épernay ou de nos musées publics de collectivité d'aujourd'hui. Néanmoins, à l'instar de ce qui se faisait à Versailles, d'ailleurs, moi j'adore ça, il faudrait retrouver les textes, mais pour entrer à Versailles et voir la collection du roi, il fallait avoir les apparats de la noblesse, donc je suppose qu'on ne vous vendait pas un ticket, d'ailleurs ça serait une expérience intéressante à remonter dans les accueils de musées, mais on louait un chapeau et une épée pour pouvoir entrer à Versailles, ça serait sympathique je trouve, pour la nuit des musées ou quelque chose comme ça, afin de retrouver ces... Voilà, donc tout ça pour dire que pour accéder à ces... Je pense qu'il y a des, entre guillemets, petits malins, au-delà des heureux élus et de toute la grande société, qui réussissaient à se glisser là et à voir ces choses qui étaient vraiment, enfin qui demeurent, des très grands chefs-d'œuvre de l'art italien. Alors celui-là, il est particulièrement intéressant parce que c'est une petite, bon, c'est pas une entourloupette, mais si vous regardez bien ces motifs, donc vous voyez la jeune femme ici, leitmotiv de Bassano, c'est-à-dire la jeune femme agenouillée au premier plan qui est affairée à traire une chèvre, à s'occuper du bétail, etc. Le chasseur et le monsieur qui tond les moutons.
Alors, on va dézoomer, s'il vous plaît, pour pouvoir passer la suivante. Merci de votre assistance, hein, monsieur. Donc, dans la collection de Vienne aujourd'hui, nous avons évidemment les 4 saisons de l'atelier de Bassano. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires, atelier de machin, etc. Bon, passons. Avec des scènes que l'on retrouve pour partie, et notamment ce monsieur qui tond le mouton, mais qui est de l'autre côté et dans l'autre sens. Hein, souvenez-vous, il était à droite et il était tourné vers la gauche. Et ensuite, donc la suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'était l'été, le précédent. Et là, sur le printemps, nous avons le jeune chasseur avec ses chiens, mais tout à fait à l'extrémité et non plus au milieu du tableau qui était représenté, les cavaliers qui s'éloignent par le fond, là, et puis la jeune femme qui est en train de traire cette chèvre, le jeune homme. Mais tout ça a été modifié, changé. Je signale au passage que, il faut le savoir, hein, en fait, ces grandes scènes avec les saisons sont, entre guillemets, agrémentées de thèmes bibliques, et là, c'est Adam et Ève chassés du paradis. Il faut le savoir, hein, évidemment. Et ensuite... Donc, Ténier, là, il n'a pas été très... Il a fait un peu sa petite cuisine, pardonnez-moi l'expression, avec différents éléments venant de 2 tableaux différents. Ça, c'est un tableau du musée de Châlons. Un petit cuivre, parce que les tableaux qu'on voyait auparavant, c'est, bon, quoi, 1,20 m sur 1,80 m de long, etc. On dit toujours la hauteur en premier quand on décrit un tableau. Et sur ce petit cuivre, avec une série de 4 saisons qui est au présent au musée des Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne, nous retrouvons le chasseur, la jeune femme et le garçon, les cavaliers, mais tout ceci installé dans un environnement complètement différent et peint avec une réduction de format considérable. Je pense que ce tableau de Châlons, cette série, chacun des tableaux fait même pas 1/30 de ce qu'est la surface de la toile qui se trouve à Vienne. Bref, vous voyez, un thème que je trouve extrêmement intéressant et qui est aussi, j'allais dire, parce qu'il faut penser en stratégie de communication, hein, et d'utilisation de la collection, qui est aussi un thème qui peut être utilisé par les musées, notamment en région, c'est que nous ne sommes plus exclusivement comme vont pouvoir l'être les grandes institutions internationales sur le chef-d'œuvre universel, etc., mais un discours qui va se positionner, pour ainsi dire, sur ces questions de diffusion, d'échange, d'influence, comme on dit dans la littérature artistique, et qui passionne le public, parce que c'est presque un jeu, finalement, de retrouver les différences. On a même des magazines, je ne sais pas si ça existe encore, mais hein, les différences entre les tableaux. Et en fait... Ah pardon, je suis en train d'appuyer sur le mauvais truc. Voilà, tout ça passe beaucoup par la gravure, puisque la gravure, c'est un multiple, et que ça diffuse des motifs que certains artistes vont emprunter partiellement. Ah bah tiens, le bonhomme avec son lièvre sur le dos, il me plaît bien, donc je vais le mettre dans mon tableau, mais le reste, ça ne m'intéresse pas, donc etc., etc. La gravure, voyez là comment se passent ces systèmes d'influence. Ça, c'est un tableau qui est à Strasbourg. Vous voyez qu'entre parenthèses, dans la région, il y a de la ressource. Hein. Il y a beaucoup de ressources. Le fameux Ténier, qui est l'auteur de ce grand tableau de la galerie de l'archiduc Léopold Guillaume, qu'on voyait à l'instant, a peint ce tableau manifestement avec le souvenir des tableaux de Bassano qu'il avait vus et dont il s'était occupé en tant que conservateur. Vous voyez qu'on retrouve la jeune femme au premier plan, le jeune berger qui est en train de lui conter fleurette, et puis cette espèce de grande bassine en cuivre qui est au premier plan aussi. Mais évidemment, tout ça installé dans un paysage plutôt de nature italienne. Alors, voilà. Et il n'y a pas tout, là. Vous avez là 4 x 3, 12, je ne suis pas bon en maths, mais je crois que c'est à peu près juste. 12 versions peintes, disséminées un peu partout, de cette composition, pas 2 identiques. Notamment, autant on garde le motif et la composition avec les personnages, mais l'arrière-plan est sans cesse transformé. Ici, on est carrément dans un cadre de clairière de sous-bois,
Et vous remarquez évidemment qu'à chaque fois, on change les choses, des variations dans la qualité d'exécution aussi, dans le talent de l'artiste qui a exécuté ces œuvres. Mais je trouve, encore une fois, ce thème de la diffusion des motifs extrêmement intéressant parce qu'il a un côté aussi tout à fait ludique et je pense toujours, quand bien même c'est pas mon pain quotidien, mais évidemment, dans le travail que l'on fait avec les musées, l'objectif de tout ça, c'est pas une obsession mais presque, c'est évidemment d'offrir les collections au public et de leur offrir des découvertes, ce qui est entre parenthèses tout un travail, car ce n'est pas parce que le musée ici est grandiosement inauguré que le travail s'arrête et qu'il n'y a qu'une gestion au quotidien. Le travail ne fait que commencer. Il faut étudier la collection, puisqu'avant on était occupé à de toutes autres tâches liées avec l'architecture, etc., avec la muséographie. Il faut étudier la collection, la publier, échanger avec des collègues qui auront des œuvres en rapport et avec qui on pourra faire des expositions temporaires, ce qui est un élément très très important de la vie des musées, bien entendu. Donc vous voyez, moi j'insiste beaucoup, je suis très attaché à cette question qui en plus nous libère un peu, on y reviendra, de cette espèce de... C'est un peu le veau d'or, si vous voulez, le grand chef-d'œuvre, combien ça coûte, etc. Bah oui, c'est un peu le travers de la chose. Alors que là, vous montrez ça dans des grands musées internationaux, même pris individuellement, mais qu'est-ce que c'est que ces petits machins aucun intérêt. Moi, j'ai des Titiens, moi, j'ai des Raphaël, j'ai des Léonard de Vinci, etc. Mais non, on peut trouver... Il n'y a pas d'œuvre méprisable. Il n'y a pas d'œuvre méprisable et négligeable. On peut toujours trouver quelque chose à dire sur le destin et la signification d'une œuvre. En lien avec ça, justement, cette idée de la reproduction, y compris en peinture, pas de la reproduction mécanique, car chacune des œuvres qu'on a vues auparavant a été peinte, bien entendu. Il est très important de toujours se souvenir que dans ce système de formation classique des artistes, l'élément de pédagogie majeur, c'est la copie. La copie des œuvres prestigieuses du passé ou d'un passé même très récent, peu importe, on n'est pas... D'où, dans la France du XVIIIe siècle, l'existence de ces écoles de dessin, écoles gratuites de dessin, et vous voyez ici, vue de l'école gratuite de dessin de Châlons, il y a 2 A, mais c'est Châlons en Champagne. Et je suis toujours quand même impressionné, donc ça c'est Châlons au XVIIIe siècle, il faudrait que je retrouve la date, c'est de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce tableau d'un ancien élève de l'école d'ailleurs qui s'appelle, je crois, Boulet. Et en fait, qu'est-ce que l'on voit ici, si on zoome un tout petit peu, monsieur, s'il vous plaît, dans un cadre tout à fait ample, c'est quand même pas... Moi, j'ai pris quelques cours de peinture à Châlons avec les assos du mercredi soir. C'était ni comme ici, ni comme là. C'était plutôt les petites salles pas terribles. Là, quand même, il y a une certaine dignité du lieu, dûment gardée, bon, c'est plutôt de la décoration, mais par un hallebardier, en livrée, n'est-ce pas, à l'entrée. Vous pourriez, là aussi, un jour, à certaines occasions, avoir quelqu'un qui fait l'accueil, ça aurait son petit succès. Il y a un monsieur qui se réchauffe là sur le tuyau du poêle, et puis tous les autres qui sont occupés, qui à prendre des mesures parce qu'ils sont en train de dessiner cette sculpture, qui est un plâtre d'après une sculpture antique, évidemment très célèbre, l'Hercule Farnèse, qui a été multiplié à d'innombrables des reproductions en plâtre, parce qu'il fallait envoyer partout ces œuvres pour qu'elles soient copiées, et puis tous les élèves qui sont occupés à leur petit pupitre là, à copier un dessin qui leur sert de modèle. D'où le fait que l'école doit constituer une collection de modèles pour que les élèves aient ces modèles à leur disposition.
Si on va un tout petit peu vers la gauche, s'il vous plaît, monsieur, il y a même, c'est très touchant, une leçon particulière. Voilà, le professeur, avec un très jeune élève, à la lumière d'une chandelle, qui est en train de lui expliquer, voilà, alors ici, le discobole, l'Hercule Farnèse, etc. Ces écoles de dessin, elles sont très souvent, alors je ne sais pas s'il y en avait une à Épernay, mais il y en avait une à Châlons. Et c'est très typique du XVIIIe siècle. Il y en avait une à Châlons et une à Reims, et pour bonne partie, notamment à Reims, c'est le noyau de la collection du Musée des Beaux-Arts. Ce sont les Cranach notamment, etc. à Reims, eh bien c'était des modèles qui ont dû se trouver sur les pupitres de l'école de dessin de Reims. Voilà. Je cite un texte quand même qui est fondamental parce que, vous voyez, il faut comprendre à quoi servent les musées finalement, et encore aujourd'hui à certains égards. Hein. Un texte merveilleux d'ailleurs d'Édouard Pommier dans cette grande série de livres, Les lieux de mémoire, de Pierre Nora. Donc Édouard Pommier, Naissance des musées de province. Les initiatives de la province, au long du XVIIIe siècle, avaient dégagé en faveur de la constitution du musée 2 raisons. D'une part, l'idée du progrès des arts, et pas seulement des beaux-arts. En effet, il y a cette idée extraordinaire, qui d'ailleurs, c'est un peu regrettable qu'on l'ait perdue, que pratiquement tous les métiers sont fondés sur l'apprentissage du dessin. Et c'est la raison pour laquelle il dit pas que les beaux-arts, les techniciens, les ingénieurs, etc. Il faut savoir dessiner. Et on va à l'école gratuite de dessin. Donc, d'une part, l'idée du progrès des arts, et pas seulement des beaux-arts, qui ne peut s'accomplir que par référence à des modèles qu'il faut rassembler et montrer. Eh bien oui, c'est ça aussi l'origine du musée. D'autre part, l'idée d'une mémoire historique municipale ou provinciale ou régionale, assumée grâce à la médiation d'œuvres d'art ou de vestiges des monuments, etc. Vestiges archéologiques, par exemple. Et en fait, un autre élément fondamental, c'est que cette école est gratuite. Ce qui amène De Vosges, hein, le patron et artiste d'ailleurs de l'école de Dijon, à dire cette phrase extraordinaire, c'est ici l'un des rares lieux où l'on voit les fils d'artisans assis à côté des fils de l'intendant du roi. Bon, les intendants du roi, c'est pas la grande noblesse, mais enfin, c'est quand même pas non plus l'intendant du roi à Châlons, il habitait à ce qui est actuellement la préfecture. Voilà, bonne maison, là aussi. Hein, donc, vous voyez, tout un tas de choses liées aux origines du musée aussi. On peut dézoomer, s'il vous plaît, et voir la suivante. Ah oui, c'est à moi de... Donc, puisque l'apprentissage est fondé sur l'exercice de la copie, tous les artistes, y compris ceux qui sont appelés à devenir les plus grands, font des copies. Et vous voyez ici une œuvre qui est au musée des Beaux-Arts de Châlons, une copie, et d'ailleurs c'est extraordinaire, il y a quasiment de quoi faire une expo avec les petits cuivres et puis ça. D'après Bassano, vous retrouvez les leitmotivs, mais ça c'est une œuvre du XVIIe siècle, faite par on ne sait pas qui, probablement dans le cadre d'un apprentissage ou d'une copie prouesse par un de ses élèves des écoles. Cette dimension de l'importance fondamentale des copies dans la production initiale des artistes et dans les collections, nous l'avons énormément perdue. Parce que dans l'idée aujourd'hui, vous dites copie, aucun intérêt, etc., etc. Mais non, c'est un contresens historique. On se met aux antipodes de ce qu'a été l'histoire de l'art quand on néglige, encore une fois, ces copies. Oui, alors, vite. Vous voyez, cette circulation des motifs, là encore, la diffusion. Ça, c'est... Alors, est-ce qu'on peut zoomer un peu? Parce que, alors, j'espère que d'ailleurs, la définition, si je ne m'exprime pas trop mal, est pas trop mauvaise, sinon on verra les pixels et tout. Non, mais c'est pas mal. Hein. Oui. En fait, oui, ça, c'est un dessin de Dürer. Albrecht Dürer, l'immense peintre graveur allemand, qui est le fils d'un orfèvre. Hein. Dès l'âge de 5 ans, il est là, son père lui dit « Allez,
Et donc, ça donne des gens qui à 14 ans, c'est comme les très grands musiciens, si vous voulez, ou certains musiciens encore aujourd'hui. À 14 ans, vous avez des gens, ils sont déjà des virtuoses, quoi. Enfin bon, parce qu'ils ont commencé, ils avaient 4 ans, 5 ans, bref. Donc, Dürer fait un voyage dans le nord de l'Allemagne, puis à Anvers, qui est une métropole richissime à l'époque. Et donc, ma foi, les artistes, c'est comme tout le monde, hein, c'est une activité économique, il faut trouver des commanditaires. Et il se trouve qu'à l'occasion de peut-être une promenade ou autre, il rencontre cet homme. Il a même fait une petite inscription tout en haut, si on peut, avec son monogramme. Vous voyez, Albrecht Dürer, ici, 1521. J'ai rencontré cet homme à Anvers, c'est écrit là. Il avait 81 ans et encore toute sa tête. Alors, déjà, en 1521, atteindre 81 ans, ce n'était pas le cas de tout le monde. Et puis en plus, avoir toute sa tête, c'est plutôt bien, quoi. Et, alors évidemment, dessin absolument merveilleux, que l'on va retrouver, est-ce qu'on peut dézoomer, s'il vous plaît, sur un tableau que Dürer a peint pour un marchand portugais qui était à Anvers et qui a ramené le tableau dans son bagage lorsqu'il est retourné, d'où le fait que le tableau, aujourd'hui, enfin, j'allais dire, est à la Galerie nationale d'art antique de Lisbonne, qui est un musée merveilleux. En fait, il y est assez rarement, parce qu'il est tout le temps prêté, ce tableau-là. Moi, vous voyez, je suis vieux schnock, mais je trouve que des choses pareilles, voilà, il faut faire très attention avant de prêter ça. Je l'ai vu partout, sauf à Lisbonne. Ben non, mais c'est vrai. Et là, il est à Londres, par exemple. Je l'ai vu cet été, l'été dernier, à Aix-la-Chapelle, parce qu'il y avait une expo sur le voyage de Dürer aux Pays-Bas. Maintenant, l'expo, elle se balade à Londres. Et puis, la fois où j'étais à Lisbonne, je dis, waouh, excité comme une puce, je voudrais voir le Saint-Jérôme de Dürer. Oh, ben non, il y a une expo, il est en réserve et tout. Non, mais bon. C'est comme si vous arrivez au Louvre, hein, je vais voir la Joconde. Mais la Joconde, aucun intérêt, elle est prêtée ou elle est en réserve, je sais pas quoi. Les musées ont quand même des éléments phares. Et puis, oui, au risque de traiter de vieux schnock, dès qu'il y a un transport, il y a un risque. Ça, c'est fatal. Il n'est pas fatal qu'il arrive quelque chose, mais un homme d'expérience vous parle, quand vous baladez les choses, même si vous faites très attention, il y a un risque. Bon. Voilà, c'était le couplet. Et alors, ce tableau, mais vraiment, est probablement le plus copié de toute l'Europe du XVIe siècle, du Nord. Incroyable. Alors, là encore, avec des adaptations. Vous voyez, le Saint Jérôme, alors c'est pas un pauvre dépressif, Saint Jérôme, c'est cette idée, avec une évolution au travers du temps, de la vanité, c'est-à-dire que pour bien vivre, j'y insiste bien, pour bien vivre, il faut avoir conscience de sa finitude et donc être humble. En quelque sorte, c'est ça. C'est non pas un encouragement à déprimer à longueur de journée, « Ah mon Dieu, on va tous mourir, c'est abominable », mais au contraire d'être humble tout au long de sa vie et de gagner de ce fait, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est une autre affaire, la possibilité d'entrer au paradis, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, le motif du vieillard qu'il prend de ce personnage bien réel qu'il avait dessiné. Hein. Il a dû lui dire « Ah bah tiens, toi tu as une bonne tête, je te paye un coup et puis je vais te dessiner pendant ce temps-là. » Ben oui, c'est sûrement comme ça que ça s'est passé en fait. Et puis, donc on l'installe avec une Bible, un crucifix derrière, et puis c'est, encore une fois, emblème de la vanité, c'est-à-dire les petits livres de la Bibliothèque bleue de Troyes, pensez-y bien. Au XVIIIe siècle encore, il y a cette idée, eh bien, il faut avoir conscience de sa finitude pour bien mener son existence. Reims. Alors, on prend le personnage, mais on l'installe dans un cadre différent. Je ne m'appesantirai pas sur la mise en scène, le cadrage, l'installation dans une pièce dont le mur du fond est plus loin, la distance du personnage par rapport au plan surface du tableau. Est-ce qu'il a le nez qui est presque... qui affleure sur la surface du tableau, ou au contraire, il est mis en retrait. Ça, c'est Reims. Vous voyez, ça vient d'un ouvrage, alors pardonnez, mauvaise, donc il y en a 3 différents là. Autre, d'ailleurs, composition qui a donné lieu à plusieurs versions.
Ça, pardonnez-moi cette horreur, mais c'est une vente. Il a été ravalé parce qu'il doit être trop patibulaire. Mais vous voyez qu'on installe un paysage. Ça, c'est une autre version qui a été vendue. Mais alors là, par contre, hein, pas ravalé du tout. Bien au contraire, pas de signature, mais attribué à un artiste célèbre qui est le beau-père de Pierre Bruegel, Peter Cook, est vendu quand même 665 000 $ hein, aux enchères aux États-Unis. Bon, mais ça les vaut, hein, parce que manifestement, c'est très beau. Chalon. Avec une version, ça serait à développer aussi horizontale, paysage sur le fond. Vous voyez, mais on retrouve quand même ce personnage. C'est vraiment à voir à Chalon. Et alors, ce qui est fort intéressant aussi dans ces croisements d'influence, c'est que ici, il est en train de regarder une Bible avec le Jugement dernier. Donc, on ne va pas zoomer parce que je sais, hélas, que l'image n'est pas d'une qualité informatique extraordinaire, mais vous avez Saint Jean, la Vierge, des anges qui sonnent les trompettes et le Christ qui sépare les bons et les méchants. Et puis tout, entre guillemets, l'attirail de la vanité, le sablier en train de s'écouler, le sable est en train de s'écouler, donc la fugacité du temps aussi. Hein. Eh bien, sur cette page de manuscrit, l'image du Jugement dernier vient d'une gravure de Dürer. Donc dans le même tableau, vous avez, à Chalon, 2 citations de Dürer. Le tableau de Lisbonne et l'estampes Petite Passion de 1510. Christ, ange avec les trompettes, Saint Jean, la Vierge. Là, les heureux élus qui vont vers la lumière et les autres qui sont avalés par un monstre redoutable. On retrouve ici, ça c'est un artiste fascinant qui s'appelle Rimmersval. Donc vous voyez que, alors c'est plus la posture de Dürer, mais par contre, sur le manuscrit, Jugement dernier, le Christ, Saint Jean, la Vierge, le monstre qui ouvre la gueule ici, etc. Voilà. Et avec, si on peut zoomer un tout petit peu, s'il vous plaît, ce qui ne rend le tableau que plus intéressant, et en descendant, une petite entourloupette, c'est-à-dire le monogramme de Dürer sur le signet du livre ici, alors que très probablement, il ne s'agit pas de Dürer, mais cet artiste, enfin, qui est vraiment extraordinaire. C'est toujours presque, vous savez, les films d'épouvante, les personnages osseux. Et puis regardez, alors il y a une autre version, ça c'est Reims, toujours avec citation de l'estampe, mais il est quand même moins Nosferatu que le Saint-Jérôme précédent, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que notamment les musées en région ont cette... On est condamné à, enfin, je me mets à part, j'espère, mais à être plus intelligent, si vous voulez. C'est-à-dire, peu importe si une chose n'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a forcément quelque chose à en dire. Et placer le registre d'appréciation et le discours sur justement un autre registre que celui de la grande peinture, parce que c'est un piège aussi, ça. À force de dire c'est beau parce que c'est beau, ben oui, mais pourquoi c'est beau? C'est trop facile de dire c'est beau. Pourquoi elle est belle, la Joconde? Allez-y, expliquez. Pas si évident. Voyez. Et on tombe là dans le travers, alors qui a été, entre guillemets, dénoncé par tous les sociologues, etc., c'est-à-dire la distinction où l'art, ce qui est alors évidemment profondément déprimant, n'est plus la possession de l'art, et c'est un danger pour les musées aussi, qu'une espèce de marqueur social qui vous sépare des autres. J'ai des chefs-d'œuvre, donc je te suis supérieur. Évidemment, ce n'est pas le rôle du musée. Ça. Le musée, au contraire, bien entendu, et de manière magnifique, il démocratise tout ça. Parce que ces grands chefs-d'œuvre, ils sont à tout le monde. Bref. Alors, la collection d'Épernay avec ce tableau qui n'est pas le seul, mais qui est évidemment extrêmement intéressant et qui, sauf erreur, mais comme les collections là, je serai corrigé de manière fulgurante si je me trompe, ça doit être la collection Chandon, c'est bien ça, la donation Chandon, avec donc le siège de Rhodes, et si on peut zoomer un tout petit peu, s'il vous plaît, par un artiste qui n'est pas connu, mais lorsqu'on regarde, là aussi c'est vraiment extrêmement, je trouve, intéressant. Et si on descend et si on zoome encore, s'il vous plaît, monsieur, parce que c'est la partie supérieure qui est... Voilà. Et puis en remontant, pardonnez-moi,
voilà. Vous remarquerez que, alors évidemment, il y a la représentation du siège de la ville avec tous les soldats, etc. Mais là, il y a comme une espèce de limite, colorée aussi de manière très très nette, marquée de manière très nette, entre le paysage qui, en quelque sorte de colline, qui englobe la ville, et quelque chose qui est au-delà. Lorsqu'on voit ceci, cette Vierge à l'enfant dans le ciel, qui est la protectrice des combattants, avec les anges, eh bien, manifestement, manifestement, il s'agit d'une œuvre de la fin du XVe siècle ou du tout début du XVIe siècle, mais dans les anciens Pays-Bas. Et je pense qu'il y a là une collaboration entre au moins deux artistes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été spécialisé dans la représentation lilliputienne de tous les soldats et puis des bâtiments, et d'un artiste d'ailleurs qui a travaillé dans des coloris extrêmement différents et qui était plutôt dans la tradition Patinir, etc., tous ces, comment dirais-je, les débuts de la peinture de paysage, Patinir, au mariage duquel Dürer s'est rendu quand il était en visite à Anvers, justement, et qui a peint la vallée de la Meuse, Dinan et tout ça. Donc voilà, un tableau de collaboration, et il y aurait là, évidemment, ça ne fait que commencer. Je sais qu'il y a déjà des publications, notamment sur l'inscription qui est en bas. Est-ce qu'on peut dézoomer, s'il vous plaît, qui a été publiée dans le bulletin monumental. Mais aussi, évidemment, tout ça ne vient pas de nulle part. Et une des questions, ce serait la genèse de ce plan de la ville, avec ici une illustration dessinée dans un grand manuscrit. Et globalement, on retrouve à peu près la configuration de la ville, avec ces deux ports intérieurs ici, mais pas le même, comment dirais-je, paysage au fond, bien entendu. Et vous voyez, c'est ce genre de choses dont ces contemporains, ici, en fait, pardonnez-moi parce que j'ai cherché 3 ou 4 artistes tout à l'heure, c'est, je crois, Provost, Jan Provost, qui est l'auteur enfin, tout au moins de cette œuvre attribuée. On est dans ce milieu-là du nord de l'Europe, qui est aussi un endroit où on publie les cartes, les grands géographes, Civitates Orbis Terrarum, Ortelius, qui est un copain de Pierre Bruegel, avec tous les livres merveilleux du XVIe siècle, où il y a les plans des grandes villes, des vues des grandes villes, etc. C'est tout ce milieu culturel d'Anvers, de Bruges notamment. Bon, j'ai intérêt à... Alors, oui, alors là, c'est Épernay, bien sûr, mais je vois Peruzini, encore une fois, les collègues sont là, c'est ça, hein, Peruzini, j'ai vu. Voilà. D'accord. Avec, oui, merci beaucoup. Pardon. Souvent, puisqu'on parlait de collaboration juste avant à propos du siège de Rhodes, cette association d'un peintre de paysage et de peintre de personnages, par exemple. On est spécialiste d'une chose, on travaille ensemble. Tableau fort intéressant qu'on espère voir, évidemment, mais ça viendra certainement. Le second, donc, avec ses lointains bleutés, très belle peinture. Et puis alors, moi, je suis je trouve extrêmement intéressant une série de tableaux qui vient, alors là, sauf erreur, de plusieurs donations et qui sont inspirés, puisqu'il s'agit de tableaux plutôt, semble-t-il, du XIXe siècle, inspirés par les grands artistes néerlandais du siècle d'or, on va dire ça, néerlandais. Alors là, c'est le tableau en cours de restauration, superbe hein, paysage, que j'avais vu avant et que vous allez voir avant aussi, je me permets, mais c'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez, avant l'allègement des vernis, ce sont des tableaux qu'on n'a pas vus pendant très longtemps et qui, à l'instar du musée d'ailleurs, sont en train de renaître. Hein, et œuvre qui me paraît très belle peinture, hein, inspirée par l'œuvre de ce Obama.
un des grands paysagistes néerlandais du XVIIe siècle. Donc au XIXe siècle, vous avez des artistes qui travaillent encore en France, notamment, dans l'esprit de ces grands peintres néerlandais. Autre chose, ah oui, alors ça c'est avant pour le coup, mais ça c'est un grand exercice aussi, et repérer quelque chose de beau et en bel état sous la couche de vernis encrassé. Pas toujours évident, pas toujours évident. Si vous allez dans les ventes, eh bien parfois on peut faire des découvertes et acheter des choses, c'est un peu un coup de poker, mais voilà. En attendant, là aussi une chose extrêmement intéressante. Alors là, c'est à la fois un reflet, il y a peut-être une lacune, mais il doit y avoir un reflet du flash ou quelque chose comme ça. Des tableaux sur bois. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs artistes qui inspirent ceci, et notamment, alors Ruysdael, je pense, ce coup de soleil, le soleil qui passe au travers des nuages et qui vient sur un champ ici, c'est vraiment très, très beau, et c'est vraiment la tradition de Ruysdael, mais aussi le calage du premier plan avec un arbre à moitié mort et un tronc, c'est vraiment un artiste qui s'appelle aussi Wynants, W-Y-N-A-N-T-S, et dont on trouve un exemple ici. C'est presque une signature, hein, et on retrouve quand même pas mal cette idée-là, avec une composition plus dégagée, moins... enfin, après tout, les deux sont beaux, hein, mais j'allais dire moins engoncée, quelque part moins touffue, mystérieuse un petit peu que celui-ci. Ah, ça, c'est très intéressant. Je l'avais repéré. On avait déjà parlé de cette conf depuis quelque temps. Et bon, il m'arrivait de regarder les catalogues de vente. Et c'est une chose qui s'est vendue tout à fait dans le même esprit. Hein. 700 €, adjugé 700 € à Drouot en 2020, attribué à cet artiste, donc, qui est Georges Vincent. Et on retrouve évidemment, très joli encadrement d'ailleurs, au passage, Georges Vincent, donc, vous voyez, un artiste qui est né à la toute fin du XVIIIe siècle et qui est actif dans la première moitié du XIXe. Très intéressant. Ça n'est pas parce que tout ça est dans l'esprit du XVIIe, etc. L'école de Barbizon est, les Diaz et tout ça, dans l'esprit de la grande peinture néerlandaise du XVIIe siècle. C'est pas pour ça, parce que c'est un, entre guillemets, inspiré d'eux, que c'est pas intéressant. Et je trouve qu'il y a peut-être à l'occasion un jour d'une exposition temporaire, dans cette collection d'Épernay, de très beaux exemples qui seront encore plus beaux quand la restauration sera terminée. Écoutez, moi je suis toujours un blablateur invétéré, donc je vais vite, très vite. Oui, encore 2 minutes. Ouais. Ça, c'est merveilleux à Le Vergeur, ce superbe musée à Reims, un musée de collectionneurs, un peu le pendant de Garinet à Châlons. C'est en fait par cet artiste dont on reverra l'œuvre quand le musée des Beaux-Arts de Reims 2025 sera rouvert, Brascassa, qui a commencé dans la grande tradition école de dessin de Châlons à copier les Néerlandais du Louvre. Superbe petit tableau en réduction d'un grand tableau de Bakhuyzen du Louvre, qui est donc à Le Vergeur. Ah oui, alors ça, très intéressant de Épernay aussi, avant, en cours, pas après, hein, c'est pas fini, mais en cours, et là aussi, filiation, me semble-t-il, avec ces artistes qu'on dit des paysagistes italianisants, puisque vous voyez cette lumière blonde, et puis ces ruines là, c'est pas, enfin c'est plutôt méridional, de cet artiste qui s'appelle Bot, Jan Bot, B-O-T-H. Alors là, voilà, on retrouve un peu cette lumière très blonde, bel encadrement aussi, très important les cadres. Hein, enfin bref, ça aussi c'est une chose qui était passée en vente. Bon voilà, on va terminer, on passe en vue de très belles acquisitions des enrichissements de la région, c'est un peu jaune, Savry à Reims, mais dans les années 80 avec le FRAM, hein, nous pouvons vous aider à acheter des œuvres. Nous avons un fonds qui n'est pas suffisamment dépensé pour acquérir. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter des tableaux. Achetez ce que vous voulez, mais j'allais dire, achetez, prenez-nous nos sous, qui sont là pour vous. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça me fend le cœur à la fin de l'année, on se retrouve avec des crédits pas... Donc, Savry, Van Loo, tout ça, c'est des années 80. Le grand Jacques Foucard, aujourd'hui à la retraite, qui a fait faire ses acquisitions. Van Loo, Camerarius, un personnage en Apollon. Tout ça, c'est 17e néerlandais. Célébrissime tableau, hein, Bolema de Stoom, de Reims.
Et je ne m'intéresse pas qu'aux choses d'il y a 300 ans. Dunant, très belle acquisition, hein, ce merveilleux artiste, alors 19e, qui a beaucoup décoré les paquebots notamment, hein, dans la première moitié du XXe siècle. Et là, c'était en fait, c'est de la coquille d'œuf écrasée, tout ça. Tout le fond, c'est une technique japonaise, hein, c'est de la coquille d'œuf écrasée qui donne ces petites craquelures. Et c'était fait pour cette ville-là à Honfleur. Donc on voit au fond l'endroit dans lequel et pour lequel cette œuvre a été faite. Bon, je vais m'arrêter de ça, c'est Sainte-Menou, série de la vie de Moïse, 7 tableaux, publiés dans la revue de 5 premiers achetés, publiés dans la revue des musées de France, et comme c'est publié et c'est connu, je reçois un courriel de M. Rosenberg qui me dit « Ah, mais vous savez, dans une vente dans 3 mois, il va y avoir 2 tableaux qui font suite à la série. Si ça n'avait pas été publié, on n'aurait pas signalé la suite que l'on a pu grandement aidé à acheter. Et voilà les 2 derniers, Moïse et les filles de Jéthro, et puis Jéthro accueillant Moïse. Acquisition de Chalon à Londres, il y a quelques années, superbe tableau du XVIe siècle. Simon de Chalon. Bon, il n'a pas passé sa vie à Chalon, mais c'est pas grave, c'est Simon de Chalon. Voilà. Acquisition autour du cirque en ce moment. J'ai toujours pas vu ce tableau, mais la mort de la femme colosse, le cirque en peine. Vous voyez une espèce de bannière qui est tombée parce que la femme colosse, l'une des attractions du cirque, est décédée. Et voilà, ce sont ses amis qui la pleurent. Les grandes réalisations de la région, musée Camille Claudel. Tout est possible. Il ne faut avoir peur de rien. Je le dis haut et fort. Mais quand vous voyez que cette ville de 7000 habitants a acquis la plus grosse collection d'œuvres de Camille Claudel au monde, et a fait un musée, l'ermite Camille Claudel. Là aussi, le succès entraînant le succès. Percer la Gorgone, 950 000 €, parce que Camille Claudel, ce n'est pas les prix brocantes. Hein. Donc, percer la Gorgone, 950 000 €, que du mécénat pratiquement local. Tout est payé pratiquement par du mécénat local. Le conseil départemental, à l'époque, c'était avant l'ouverture du musée, 20 000 € sur 950 000. Le musée ouvre, c'est la divine surprise, 50 000 visiteurs en 10 mois dans une ville de 7 000 habitants. Deuxième année, 35 000. Normal. L'effet de la nouveauté passe un peu, ce n'est pas une catastrophe. Et on renouvelle l'intérêt avec des expos temporaires. C'est comme ça que, divine surprise, le conseil départemental prend conscience que c'est sa locomotive touristique. Vente en 2017, superbe pastel par Camille Claudel, Louise de Massary, le buste de jeune Romain, 210 000 €. Le conseil départemental dit à la ville « Ah, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter ?» Mais pas de problème, on vous le paye. Dépôt, ils ont tout payé et ils ont déposé au musée. Vous voyez, de l'audace, toujours de l'audace. Bon, allez, je ne vais pas me lancer là-dessus. Non, mais il faut voir ce documentaire. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est mieux que les James Bond. Sur France 5, Salvator Mundi. L'autre jour, j'ai essayé de le retrouver, mais j'arrivais pas à le retrouver sur YouTube ou je ne sais quoi. Enfin, je suis nul, donc. Mais vraiment, mais regardez ce documentaire. Mais c'est ahurissant, quoi. Bon, passons. Les créneaux, et puis bon, on s'arrêtera peut-être là. Les créneaux pour les musées en région, les tableaux anonymes. On n'achète pas des noms. Qu'est-ce qui se passe quand on veut acheter des noms? On paye 430 millions, un truc qui est une ruine et dont je ne voudrais pas pour 50 000. Mais oui. Alors que là, c'est anonyme, mais vraiment. Tableau caravagesque. Et quand même, tout le monde ne s'y trompe pas. Hein. 430 000 livres. Même si c'est pas machin truc, c'est anonyme, mais bref, il y a des gens qui se rendent compte de ce que c'est. Tableau vendu à 3 récemment. Maria van Oosterwijk, sublime. Il faut s'intéresser aux contrefaçons de l'archéologie, les faux objets archéologiques, la fraude archéologique. C'est vachement intéressant.
Ça, c'est un tableau probablement d'un faussaire, enfin, j'aime pas ce mot faussaire, 19e siècle, vendu à Reims 900 €, qui passe pour un tableau de la Renaissance. Faussaire espagnol, une sorte de pastiche de triptyque du 15e, récemment vendu 3100 €. Mais c'est génial pour le public de raconter, regardez, ils ont fait à la manière d'eux, pour tromper, etc. Bon, je ne vais pas faire mon couplet de gâteux obsessionnel, mais si quand même, je regrette profondément le départ de ce chef-d'œuvre, un signe de la France, qui est hélas plus que probable. Hein, le porte-étendard de Rembrandt, collection Rothschild. Voilà. Je pense que s'il y a un vœu à formuler, c'est que l'on arrête dans ce pays d'accumuler tout dans les institutions nationales. 17 Rembrandt au Louvre. Et la seule hypothèse là, quand c'est sorti, c'était d'en mettre un 18e. Pourquoi l'État, le premier, ne dirait-il pas « Maintenant, nous allons faire un effort considérable pour aider une ville à récupérer un grand chef-d'œuvre ». Je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. Évidemment, là encore, ce n'était pas 50 centimes. Mais bon. Allez, vraiment, merci beaucoup. Pardonnez-moi d'avoir été si long, et bravo pour ce musée. Bon courage aussi, et bravo à l'équipe du musée, au service de laquelle la DRAC sera toujours. Merci infiniment. Bien, un grand merci, Monsieur Le Chanu. Donc, on a quelques minutes maintenant pour des questions. Donc, n'hésitez pas, vous commencez à avoir l'habitude. Vous levez la main et je viens à vous. C'est peut-être un peu hors sujet, mais qu'est-ce qui guide aujourd'hui les achats d'un musée? Excellente. Eh bien, dans cette région, nous sommes pour l'essentiel, enfin, quand je dis dans cette région, pardonnez-moi, sauf, il n'y a pas d'Alsacien dans l'assistance, le territoire de l'ex-Alsace. Mais non, bah oui, quand même. Qui est de manière très originale, avec énormément de musées associatifs, à l'instar de Le Vergeur, par exemple. Le Vergeur est un musée associatif. Le musée de la dernière cartouche à Bazeilles, à côté de Sedan, est un musée associatif. Et pour autant, musée de France. Bref, comment ça se passe? Une opportunité se présente, l'équipe de conservation du musée est intéressée parce que cela vient compléter sa collection et évidemment, elle vient proposer à son autorité de tutelle, à la ville, à la collectivité, cette acquisition. Évidemment, et c'est parfaitement légitime, la première question, ou quasiment la première question, au-delà de la démonstration de l'intérêt de l'entrée d'une œuvre, quelle qu'elle soit, pas seulement de la peinture, hein, dans la collection, c'est bon, combien ça coûte cette affaire et combien on va payer. Nous, car il y a des partenaires qui amènent, et donc l'État, par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle le FRAM, et l'État et le Conseil régional, amènent une partie de la somme qui peut aller jusqu'à 80%. 80%, pas toujours. Mais vous voyez que c'est quand même intéressant. Et malgré cela, alors à la limite, qu'est-ce qui guide les acquisitions? Ça serait plus à mes collègues du musée de le dire. Mais enfin, si je peux me permettre, moi je pense que il y a un tel hasard de l'arrivée des objets sur le marché. Personne ne prévoit que telle chose va être là, que telle chose va être là, etc. Donc, si vous avez des idées préconçues, je veux comme un gamin, je ne veux que telle chose ou telle chose, ben, c'est comme l'homme qui attend, ou plutôt, allez, la femme qui attend l'homme idéal, elle peut attendre assez longtemps, n'est-ce pas? Et donc, ce que je trouve, c'est que il faut saisir des opportunités. Moi, je dis toujours, il faut acheter ce qu'il y a de plus beau. Même si c'est hors sujet. Car le grand danger, quand on dit je veux ça, parce que ça rentre dans mes trucs, c'est que ça devient une telle frustration
que vous sautez sur le premier truc qui correspond vaguement à ce que vous cherchez, sans même le regarder. Vous voyez? Ah, bah ça y est, je suis content, mais je l'ai déjà vu, ça. À des collègues à qui j'ai dit, mais ouvrez les yeux, regardez votre truc, c'est 1h01, ou c'est trop cher, ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, pardonnez-moi, mais c'est une crise, car, pardon, très important aussi, ce ne sont pas des dépenses somptuaires, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, parce que comment va-t-on pallier au fait qui est un peu fatal de dire ah, bah oui, mais le musée, j'y suis déjà allé, il y a toujours la même chose. Mais non, on amène de nouvelles choses, on suscite des collections. Les maisons de champagne, où le musée peut jouer un rôle de conseil dans la constitution des collections. Et puis, sans faire les Machiavel, un jour, bon, bah, voilà, par reconnaissance. Pourquoi ces personnalités des collectionneurs d'Épernay, les Chandon, les Jules Klein sont extraordinaires, mais aussi par leur générosité. Ce sont des gens qui, toute leur vie, ont mis tous leurs sous, se sont saignés au cas de veine pour acheter des choses, et qui les donnent à la collectivité. Donc, vous voyez, c'est le croisement de tout ça, et je pense qu'on a une chance ici, c'est qu'on est quand même dans un environnement économique, à certains égards, confortable. Enfin, je sais pas, je suis pas expert comptable des maisons de champagne, mais enfin, voilà, c'est pas Sedan, Épernay. Voilà, vous voyez, hein, bon, pardon. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Alors, j'avais un certain nombre de choses à dire et j'aurai un certain nombre de questions également à poser, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement. D'abord, vous dire que c'était passionnant parce que vous avez vraiment partagé avec nous tant de thèmes et de notions qui sont importants dans l'histoire des arts européens, dans l'histoire de la peinture européenne, quand on parle de la diffusion par la gravure, quand on parle de cette relation entre les originaux et les copies, cette circulation des motifs d'une région à l'autre au fil des siècles, quand on parle également voilà, des collections privées qui sont bien souvent à l'origine de ce que sont aujourd'hui les musées, nos collections publiques, le rôle si important de la collection qui justifie l'existence des musées, et ça, je pense que c'est important vraiment de le partager avec toute l'assistance parce que le modèle muséal a été quelque peu mis à mal ces dernières années, d'un point de vue international, dans la communauté muséale. Et c'est vrai que la notion de collection, c'est vraiment ce qui donne une légitimité à cet établissement culturel qu'est le musée. Voilà, c'est vraiment ce qui fait son identité, contrairement à d'autres lieux culturels qui auront d'autres spécificités. Donc voilà, rappeler le rôle de la collection, c'est très important. Je voulais évidemment, comme l'a très justement dit mon collègue Jonathan Simon, vous remercier pour tout l'accompagnement donc sur toutes les étapes de rénovation de ce musée. Et puis également, on n'en a pas parlé, mais pour les restaurations, puisque la DRAC nous a énormément soutenus et accompagnés financièrement pour la restauration des collections de peinture, mais pas uniquement. Et je sais qu'on pourra compter sur vous pour les prochaines restaurations également. Et puis dire, alors donc ces quelques photos que vous avez vues des peintures sur bois en cours de restauration. Donc ça c'était vraiment une avant-première qu'on a partagé avec vous ce soir. Et bien sûr, on se fera un grand plaisir de pouvoir les montrer. Voilà, j'y réfléchis, nous y réfléchissons avec l'équipe pour voir justement comment pouvoir présenter ces peintures qui malheureusement n'ont pas pu être intégrées au parcours pour des raisons de sécurité des œuvres. Et voilà, les espaces étaient un peu étroits, mais voilà, ces peintures, notamment les deux Magnasco, voilà, auraient dû faire partie du parcours. Voilà, ça n'a pas été possible, mais voilà, on fera en sorte que dans d'autres cadres, notamment d'exposition temporaire, ces œuvres, ces peintures puissent être présentées. Un petit mot juste, puisque vous parliez du documentaire du Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Il y a un autre documentaire que je conseille à tous sur la restauration, c'est le documentaire sur la Sainte-Anne restaurée par le Louvre, qui avait fait aussi beaucoup polémique. C'est très intéressant justement de voir jusqu'où on va dans une restauration. Donc je crois que c'est un documentaire qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, voilà, sur la restauration de la Sainte-Anne, où on voit toutes les questions déontologiques à se poser pour attaquer la restauration, notamment d'un Léonard de Vinci. On n'attaque pas une restauration d'un Léonard comme ça. Donc je vous invite à le visionner quand vous aurez l'occasion. Et puis la dernière chose, puisque vous n'en avez pas parlé parce que vous êtes trop modeste, mais je voulais quand même le dire, mettre à l'honneur cet ouvrage dont vous êtes l'auteur,
Pour l'amour de la peinture, qui est vraiment un ouvrage très très intéressant sur justement cette, comme vous le dites très bien, qu'une peinture, mais on pourrait le dire d'autres œuvres d'art, une peinture, ça se voit en vrai. Il faut qu'il y ait cette relation sensible, cette relation avec la matérialité de l'œuvre pour vraiment apprécier ce qu'est une peinture. Voilà, on pense ce qu'on veut des ateliers lumière de culture espace, mais moi je reste persuadée qu'une œuvre, ça s'apprécie qu'en la voyant en vrai. Et donc ça, c'est ce que vous vous mettez très bien en avant dans cet ouvrage, et vous rappelez aussi très bien tous les éléments de contextualisation de la création d'une peinture. On n'a pas parlé, par exemple, du mécénat et des commanditaires, mais qui sont très importants, parce qu'un peintre, il ne fait pas forcément ce qu'il souhaite non plus. Il doit aussi tenir compte des souhaits du commanditaire. Donc voilà, je vous recommande à tous cet ouvrage qui se lit avec beaucoup de plaisir, très richement illustré. Et voilà, et à titre personnel, c'est une petite confidence. Je pense que si j'ai choisi ce métier, c'est juste il y a longtemps, maintenant. C'est pour ça, c'est pour l'amour de la peinture. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai quelques exemplaires de ce bouquin ici, qui est un produit du terroir. Merci infiniment à Madame Ménétrier, parce que ça a été écrit, édité, imprimé dans la région par un éditeur des Ardennes qui s'appelle Noirterre et qui fait beaucoup de livres sur la nature, sur le patrimoine, etc. Voilà, merci infiniment et je rends hommage à cette ville et à l'équipe du musée qui nous émerveille par cette réalisation absolument exemplaire. Voilà, merci, merci.